la première ministre finlandaise soupçonnée de s'être droguée, la visite du président turc Erdogan en Ukraine ou encore les championnats d'Europe d'athlétisme. Bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité européenne du vieux continent. Et on commence tout de suite cette revue d'actualité européenne par les catastrophes naturelles qui ravagent l'Europe en ce moment. En France, vous avez dû voir que les feux ont repris de plus belle en Gironde, mais l'Hexagone est loin d'être un cas isolé. En effet, sur le continent européen, plus de 700 000 hectares ont brûlé depuis le début de l'année 2022, selon les données du système européen d'information sur les feux de forêt. À titre de comparaison, ce chiffre l'an dernier était estimé autour de 470 000 hectares. Et ce chiffre est donc d'ores et déjà le record absolu enregistré depuis la création de ce service en 2006. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça correspond environ aux superficies de la Suisse et de la Belgique réunies. Et si on regarde le bilan par pays, c'est l'Espagne qui est le plus touché, avec pratiquement 300 000 hectares brûlés depuis le début de l'année. Suivent ensuite la Roumanie et le Portugal. La France, elle, se situe en 4e position, avec pas moins de 62 000 hectares brûlés à l'heure actuelle. Et ce chiffre pourrait encore augmenter dans les prochaines semaines. Juste derrière la France, on retrouve l'Italie avec plus de 42 000 hectares brûlés. Mais ce n'est pas la seule catastrophe naturelle qui a eu lieu dans le pays, puisque cette semaine, de violentes tempêtes ont également eu lieu dans le nord du pays. Des orages qui se sont abattus jeudi ont fait au moins 2 morts, ainsi qu'une cinquantaine de blessés. Et dans le même temps, des incendies éclatés en Sicile. À 5 semaines du début des élections législatives en Italie, le débat lié au réchauffement climatique devrait prendre davantage d'importance sur les plateaux télévisés. On poursuit cette revue d'actualité européenne et on passe au sport. Et cette semaine, de nombreux sports sont à l'honneur en Europe, à commencer par l'athlétisme. Les championnats d'Europe se tiennent en ce moment à Munich du 15 au 21 août. Et parmi les événements qui ont marqué ces championnats, on peut retenir la performance de la néerlandaise Femke Bol, qui a réussi un doublé inédit en remportant vendredi soir le 400 mètres haies, alors qu'elle avait déjà remporté le 400 mètres plat 2 jours plus tôt. Il faut savoir que cet exploit il est inédit, puisque jamais depuis la création de ces championnats, qui existent pourtant depuis 1934, un athlète, femme ou homme, n'avait signé un tel doublé. Les épreuves se terminant ce soir, on vous fera donc un bilan la semaine prochaine. N'hésitez donc pas d'ailleurs à vous abonner si vous voulez être au courant des résultats pour la semaine prochaine. Mais les championnats d'Europe d'athlétisme ne sont pas les seuls qui se tenaient cette semaine, il y avait également ceux de natation. On en avait parlé dans notre revue d'actualité européenne de la semaine dernière. Ils se sont conclus cette semaine et comme on vous l'avait annoncé, l'Italie était vue comme le favori de ces championnats et ça n'a pas manqué, puisqu'à domicile, les championnats se tenant à Rome, les Italiens ont glané pas moins de 35 médailles, dont plus de 13 en or. On poursuit dans le sport et cette fois-ci à 2 roues, les amateurs de cyclisme vont être ravis. Le coup d'envoi de la Vuelta a été donné ce vendredi 19 août. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la Vuelta c'est un peu l'équivalent du Tour de France mais en Espagne. Et cette année, la compétition s'annonce très serrée puisque les 2 premiers classés du Tour de France, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, seront absents. Les candidats à la victoire finale seront donc très nombreux et on tiendra informé de l'évolution de la course dans les prochaines semaines. On passe tout de suite à notre 3e thème de l'actualité qui concerne l'Europe du Nord. Et cette semaine, 2 actualités ont marqué les pays situés au nord de l'Europe. Tout d'abord, en Estonie, la fondation suisse Hans Ringier, une célèbre entreprise suisse de médias, a récompensé la première ministre estonienne Kaja Kallas du prix européen de la culture politique. Ce prix, il existe depuis maintenant 15 ans. Il récompense chaque année une personnalité politique pour son engagement en faveur du vieux continent. Le président de la fondation estime que Kaja Kallas ainsi que les 1,3 million d'Estoniens se tiennent, je cite, en première ligne dans la lutte pour la liberté du monde occidental. Depuis le conflit entre la Russie et l'Ukraine, Kaja Kallas elle s'est notamment fait remarquer par ses positions fermes face à Vladimir Poutine. Pour elle, aucune négociation avec le maître du Kremlin n'est aujourd'hui possible tant que l'Ukraine ne sera pas libre. On reviendra d'ailleurs sur le conflit ukrainien un peu plus tard dans cette vidéo et on passe tout de suite à la 2e actualité concernant les pays du nord de l'Europe. Cette fois-ci, on part en Finlande et là aussi l'actualité concerne la première ministre. En l'occurrence, il s'agit également d'une femme, Sanna Marin, qui a annoncé vendredi s'être soumise à un test de dépistage de drogue après la diffusion en ligne d'une vidéo privée. Cette vidéo, elle a fait le tour des réseaux sociaux et on voit la première ministre finlandaise en train de danser dans une soirée avec des amis. La chef du parti social-démocrate finlandais a tenu à répondre aux diverses rumeurs qui l'accusaient d'avoir pris des stupéfiants au cours de cette soirée. Elle s'est donc soumise à un test de dépistage afin de mettre fin aux rumeurs et elle a annoncé que le résultat serait connu la semaine prochaine. Toujours est-il que cette polémique a beaucoup divisé les Finlandais. Certains ont jugé ce comportement peu convenable pour une première ministre, quand d'autres estimaient qu'elle avait le droit de se divertir avec des amis dans le cadre d'une soirée privée. Il faut savoir que Sanna Marin est première ministre de la Finlande depuis 2019 et que ce n'est pas la première fois qu'elle subit une vague de critiques. Celle qui fut un temps la plus jeune chef de gouvernement au monde a notamment dû essuyer des critiques concernant son âge, ses loisirs ou encore son sexe. On passe à notre 4e thème de la revue d'actualité européenne et il concerne l'énergie. On vous en parle beaucoup depuis le lancement de la chaîne parce que c'est un sujet qui revient énormément dans l'actualité. Et cette semaine, l'Allemagne se trouve au cœur des débats. Le pays a en effet très peur d'une coupure définitive du gaz russe cet hiver.
Et d'après le média Die Zeit, certains Allemands se sont mis à faire des réserves de charbon afin d'anticiper une possible pénurie. Il faut savoir que si le prix du charbon a augmenté, il reste tout de même bien moins cher que le gaz. Sauf que le charbon, c'est l'énergie la plus dévastatrice pour le climat. Et face à cette situation, le gouvernement d'Olaf Scholz a décidé d'agir. Alors il faut savoir qu'en temps normal, la Commission européenne oblige les États membres à avoir une TVA située entre 15 et 25%. L'Allemagne a donc fait une demande à la Commission européenne. La Commission européenne a accepté cette semaine la requête de l'Allemagne et la TVA sur le gaz passe donc de 19 à 7% dans le pays. Cette décision prendra effet à partir du 1er octobre et elle se poursuivra jusqu'au 31 mars 2024. Dans le but de soutenir davantage les consommateurs. Le deuxième thème lié à l'énergie regarde également le gaz, mais cette fois-ci dans un autre pays, l'Espagne. En effet, le gouvernement de Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, a déclaré mardi vouloir construire un gazoduc entre l'Espagne et l'Europe centrale à travers la France, dans le but de réduire la dépendance des États européens au gaz russe. Sauf que cette proposition est loin d'avoir fait l'unanimité. En effet, la France, à travers le ministère de la Transition énergétique, a estimé qu'un tel projet, je cite, mettrait des années à être opérationnel et ne répondrait donc pas à la crise actuelle. Enfin, comme chaque semaine, on fait un point sur l'actualité en Ukraine et la journée de jeudi a été marquée par la visite du président turc Erdogan sur le sol ukrainien. Et cette visite a beaucoup fait parler puisque le président turc est souvent vu comme un arbitre du conflit, lui qui dit soutenir l'Ukraine sans toutefois sanctionner ouvertement la Russie. Toujours est-il qu'il a rencontré Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, ainsi que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Zelensky a d'ailleurs tenu à remercier le président Erdogan pour sa visite, la première depuis le début du conflit, et qu'il a décrite, je cite, comme un message de soutien à son pays. Les sujets évoqués entre les deux présidents étaient nombreux. L'exportation des céréales était notamment au cœur des discussions, tout comme le sort réservé aux prisonniers de guerre. Mais c'est surtout la situation préoccupante au sein de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia qui a concerné la plus grosse partie des discussions. Puisqu'il faut savoir que cette semaine, la Russie a rejeté l'appel de l'ONU de démilitariser la zone située autour de la centrale. La situation est donc très tendue et le président Erdogan est donc engagé dans un exercice diplomatique délicat. Aujourd'hui, il est vu comme le dirigeant qui a le plus l'oreille de Vladimir Poutine, le président russe. Et on verra si cette visite sur le sol ukrainien aura des incidences sur le conflit dans les prochaines semaines. On passe à présent aux chiffres de la semaine. 50. Cette année 2022 et plus précisément le 26 août à venir marquera le 50e anniversaire du début des Jeux Olympiques de Munich de 1972. L'événement avait été marqué par une attaque terroriste. En effet, un groupe de terroristes palestiniens du mouvement Septembre Noir s'était introduit dans le village olympique et avait pris en otage 11 athlètes israéliens. 3 d'entre eux avaient été immédiatement exécutés. Le comité international olympique avait alors décidé de suspendre les Jeux. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là, puisque dans la soirée, les terroristes devaient s'envoler pour Le Caire en Égypte avec leurs prisonniers. Et une tentative de sauvetage ratée par la police allemande va entraîner la mort de l'ensemble des otages israéliens ainsi qu'une partie du commando terroriste. Voilà, c'est pas forcément le souvenir le plus réjouissant, mais on trouvait important de rappeler cet événement historique qui avait beaucoup marqué les esprits à l'époque. Et on poursuit à présent avec le débat de la semaine. Vous en avez peut-être entendu parler cette semaine, le président Emmanuel Macron a repris contact avec Vladimir Poutine. Et la question c'est donc la suivante, le président Erdogan est-il le meilleur arbitre entre la Russie et l'Ukraine, ou vous estimez qu'Emmanuel Macron, Olaf Scholz ou encore d'autres dirigeants européens sont plus à même d'exercer ce rôle? Bref, selon vous, qui est le véritable médiateur de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine?